Chers amis, chers camarades, je tiens à mon tour à saluer la présence de nombreuses et nombreux élus communistes de Paris, d'élus socialistes de Paris, de dirigeantes et dirigeants du Parti communiste, du Parti socialiste, de GRS. Je tiens à saluer les amis, électrices et électeurs de l'Humanité, et je vous salue chacune et chacun d'entre vous. Comme chaque année, nous sommes réunis pour rendre hommage à Jean Jaurès, internationaliste et combattant de la paix, assassiné en ces lieux le 31 juillet 1914 par l'ultranationaliste Raoul Villain. Jean Jaurès, vous le savez, c'est bien sûr ce dirigeant politique qui a marqué l'histoire de la gauche en France, mais aussi l'histoire de la vie politique française et de la République. Jean Jaurès, c'est le fondateur de l'Humanité, ce journal qui a porté l'union des diversités du mouvement socialiste, ce journal dont le lien avec le mouvement ouvrier syndical a été dès l'origine un des piliers. Un quotidien qui porte un nom ambitieux, qui travaille avec un souci scrupuleux de vérité et afin de pouvoir mener ses missions à bien, un quotidien indépendant des puissances de l'argent, toujours aujourd'hui, comme l'écrivait et l'explicitait Jean Jaurès dans son premier éditorial le 18 avril 1904. Jean Jaurès, c'est aussi un défenseur farouche de la paix, assassiné à un moment charnière, à la veille de basculer dans ce conflit extrêmement meurtrier que fut la Première Guerre mondiale, assassiné précisément en raison de son engagement pour la paix. L'écrivain Stéphane Zweig l'avait bien compris et je partage ses mots. À peine la paix fut-elle menacée que Jaurès se dressa comme d'habitude, sentinelle sonnant l'alarme dans le danger. Le cri, destiné à réveiller le peuple de France, était déjà dans sa gorge quand il fut jeté à terre par ces gens de l'ombre qui connaissaient sa force inébranlable et dont il connaissait les projets et l'histoire. Tant qu'il montait la garde, la frontière était sûre et il le savait. Jean Jaurès nous a légué l'humanité. À travers ce beau journal, il nous a légué une exigence, un combat sans relâche pour le progrès de nos sociétés et pour la paix. Aujourd'hui, je m'interroge. Qu'aurait pensé ce travailleur vigoureux et infatigable, ce tribun du peuple, du moment que nous vivons aujourd'hui? Comment aurait-il mis en œuvre son incroyable énergie et sa pensée féconde dans ce moment? S'il faut manier les parallèles entre les époques avec beaucoup de précaution, nous vivons nous aussi un moment charnière, un moment de bascule, non seulement pour notre société, mais encore cette fois pour la planète entière. La veille de son assassinat, Jaurès publiait son dernier article intitulé « L'oscillation au bord de l'abîme », une formule qui est aujourd'hui à nouveau d'une actualité criante. Chers amis, chers camarades, ce moment de bascule auquel nous assistons est d'abord social, ou plutôt antisocial, comme ce fut ce début d'année 2023 avec la réforme des retraites voulue par le président Macron. Il a fallu pour l'imposer tout l'autoritarisme et tous les coups de force possibles par le recours aux outils réglementaires et en détournant des articles de la Constitution. Car l'opposition à ce funeste projet était claire et forte dans le pays. Elle s'est exprimée dans les sondages où le non était sans appel. Elle s'est exprimée surtout dans la rue par 14 journées de mobilisation et des grèves de grande ampleur dans beaucoup de secteurs grâce à une intersyndicale unie et soudée. Et surtout, malgré des fins de mois difficiles, dans un contexte d'inflation pour de nombreuses travailleuses et de nombreux travailleurs. Jaurès, qui avait soutenu les mineurs et les verriers de Carmaux en grève
le disait déjà. Je cite, « C'est la force brute du capital, maniée par une oligarchie qui domine tous les rapports sociaux. Entre le capital, qui prétend au plus haut niveau du dividende, et le travail, qui s'efforce vers un plus haut salaire, il y a une guerre essentielle et permanente. La grève n'est qu'un épisode de cette guerre. L'humanité, fidèle à son essence et même à son histoire, a été au cœur de cette lutte. Nous avons décrypté le projet de loi dans un hors-série, analysé son contenu et les positions des responsables politiques, interviewé tous les dirigeants syndicaux, réalisé des vidéos relatant la mobilisation. Nous avons été de toutes les manifestations partout dans le pays. Et surtout, nous avons joué notre rôle en faisant la démonstration que des alternatives bénéfiques au monde du travail existaient. Alors, pourquoi une opposition si vive dans notre pays? Parce qu'il est tout simplement inacceptable d'allonger de 2 ans le temps de cotisation. 2 années de travail sur une vie déjà bien remplie vont épuiser celles et ceux qui sont déjà fatigués. Si le travail peut être source d'émancipation, à condition qu'il soit utile à la société, et si les salariés participent aux décisions, il peut être aussi aliénant s'il est soumis aux contraintes du capital et des injonctions à ne faire que du profit. Il peut aussi, le travail, user et casser par ses cadences infernales, ses horaires décalés ou sa dureté physique et psychologique. Et cela, alors que l'espérance de vie en bonne santé, car c'est là le point crucial, est très révélateur des inégalités au travail, puisqu'on compte 10 années d'écart entre un cadre et un ouvrier, au détriment, évidemment, du second. 2 années amputées du temps à la retraite, un temps qui échappe aux contraintes du capital, mais un temps utile pour soi, pour les siens et pour la société. Demandons aux mouvements associatifs et sportifs, par exemple, si les retraités ne sont pas utiles. Ensuite, parce que l'argument de l'équilibre financier ne tenait pas, nous l'avons démontré. Il existe d'autres voies possibles pour atteindre l'équilibre et chercher les 10 milliards manquants à l'horizon 2035, quand dans ce pays, chaque année, 165 milliards d'euros sont donnés au capital sans aucune contrepartie. Les Françaises et les Français l'ont bien compris. Outre ces 2 années supplémentaires, c'est bien un projet de société délétère que s'est opposée la majorité du pays. C'est aussi à cela qu'ils ont dit non. Et le gouvernement a méprisé cette réponse à coup de répression dans la rue et de 49.3 et autres articles au Parlement. Au fond, le signal était clair. Le gouvernement en place œuvre à un projet de société tout entier, défini par les intérêts particuliers de quelques-uns au détriment du plus grand nombre. En poursuivant dans leur ultralibéralisme, qui affaiblit l'égalité républicaine par l'assèchement et la privatisation des services publics, et en renforçant l'arsenal liberticide, restreignant nos libertés publiques et individuelles. C'est contre le pays qu'œuvre le président Macron et ce gouvernement. Et ils ne reculent pas, ils écrasent. Par leur autoritarisme et leurs coups de force successifs, par leur mépris, ils portent atteinte non seulement à la volonté de la majorité du pays, aux représentants du peuple, au Parlement, mais encore à notre République et à notre démocratie. Il ne s'agit pas simplement de quelques réformes, mais d'une véritable stratégie de guerre sociale. Et à mesure que ça croît, les atteintes à la République, les contestations montent et se font plus violentes. Chers amis, chers camarades, c'est le cas des révoltes qui ont fait suite à la mort tragique de Naël, 17 ans, tué par le tir d'un policier à Nanterre le 27 juin dernier. Je veux redire notre émotion et notre totale solidarité à la famille de la victime. Cet homicide volontaire, c'est le chef d'accusation retenu, a suscité tristesse et émotion, qui se sont muées chez une partie de la population, souvent très jeune, en colère et en indignation. Cette colère s'est embrasée plusieurs nuits durant, entraînant des dégradations de biens publics et privés. La mort de Naël
survient après de trop nombreux autres. Après les Menguettes, il y a 40 ans. Après Ziyad Ebouna, il y a 18 ans. Nous n'oublions pas. Nous gardons gravés dans nos mémoires leur visage, leur jeunesse, l'injustice que représente la mort. La mort de Naël aurait dû conduire le gouvernement à instaurer, à minima, un grand débat national, politique et citoyen, sur les relations entre la police et une partie de la population. Elle aurait dû abroger la loi de 2017, aussi, qui a conduit à une augmentation de 300% des personnes tuées par la police. Elle aurait dû entendre l'ONU, le Conseil de l'Europe et Amnesty International, qui ont alerté sur la dérive de notre police. Et la mort de Naël aurait dû remettre en question le fonctionnement de cette institution. Oui, il y a des réponses à apporter, et pour l'instant, il n'en est rien. En revanche, les condamnations des violences ont été quasi unanimes. Et les violences qui pénalisent avant tout les habitantes et les habitants des lieux où elles sont avenues sont condamnables, en effet. Mais elles ont suscité peut-être davantage de réactions que la mort du jeune Naël. Et les commentaires et les analyses ont trop souvent été teintés de mépris, voire de haine de classe par l'extrême droite. Certains à droite et à l'extrême droite ont dit que les banlieues captaient des milliards d'euros d'argent public et que de nombreux habitantes et habitants ne payaient pas d'impôts. Et donc qu'il ne fallait pas reconstruire ou faire payer à la population, voire les punir. En plus d'être une vieille rengaine et une lubie réactionnaire, ce constat est faux. Car en République, tout le monde paie l'impôt. Le premier impôt, c'est la TVA, impôt le plus injuste. Certains ont dit que toute violence était inacceptable, mais les mêmes ne disent jamais un mot sur la violence sociale. D'autres, que ces émeutes n'avaient rien de politique et qu'il s'agissait au mieux d'une colère aveugle, au pire de casse pour le plaisir. Et la gauche doit analyser, non pas pour valider, mais comprendre que les indignations et la colère n'est autre qu'une réaction aux injustices, celle de la mort d'un jeune, sans aucune raison bien sûr, mais aussi de toutes les autres morts semblables qui l'ont précédé. Il ne faudrait pas déconsidérer trop vite ce il ne faudrait pas déconsidérer trop vite ce qui s'est exprimé là, même si l'on peut, à raison, ne pas partager l'expression employée, même si l'on peut ne pas homogénéiser des raisons sans doute très diverses. Mais le problème est bien plus vaste. Et à travers l'injustice de la mort de Naël, c'est aussi une réaction aux discriminations et aux inégalités dont les classes populaires sont victimes. Je sais qu'une partie du pays ne le comprend pas, car elle ne vit pas dans ces quartiers et ne vit pas les violences policières ou les contrôles aux faciès à répétition. Là où les droites et l'extrême droite divisent, notre rôle est d'unir. Le fait de s'en prendre aux bâtiments publics, aux services publics, doit nous interroger, car on pourrait penser qu'il s'agit d'une colère mal dirigée, cristallisée sur ce qui évoque l'État qui laisse ces injustices s'installer, qui les aggrave et ne les condamne pas. C'est en partie vrai. Et c'est aussi la preuve d'une appréhension politique de la situation. Car ce sont les mêmes émanations de l'État qui, au fond, par manque de moyens, mais aussi par une idéologie de plus en plus néolibérale, entretient les classes populaires dans leurs difficultés et entretient les discriminations existantes. Oui, en banlieue comme partout, on paye l'impôt comme les autres, mais on n'a pas les mêmes services dans tous les domaines. Une contestation de l'ordre établi, tout en plongeant dedans et en pillant ces biens de consommation, parfois de luxe, qu'on leur vend à longueur de journée comme seul horizon désirable et qu'on s'offusque ensuite de voir saisis. La responsabilité n'est pas à chercher au niveau de celles et ceux qui font vivre ces services publics. Elles et ils font leur travail le plus souvent, le mieux possible et avec dévouement. Une large part de la responsabilité
se trouve dans les strates d'un système qui se déploie au profit de quelques-uns, au détriment du plus grand nombre. Un système néolibéral qui broie l'humain sur tous les territoires, mais aussi notre planète. Et il n'est pas impossible que cela ait joué un rôle dans le choix des cibles à détruire. Il y a eu des violences, on ne peut les nier, encore moins les encourager et évidemment les condamner. Mais il y a des responsabilités individuelles indéniables. Mais il y a également là le résultat de l'oppression d'un système structurellement inégalitaire et d'une violence symbolique inouïe. À sa façon, Jaurès le disait déjà, je le cite, « Mais si nous devons de tout notre effort corriger, contenir, refouler, par la puissance grandissante de la raison et de l'organisation, ces échappées d'instinct, de colère et de violence. Ah, du moins, lorsque malgré tout, la violence éclate, lorsque le cœur de ces hommes s'écrie et se soulève, ne tournons pas contre eux, mais contre les maîtres qui les ont conduits là, notre indignation et notre colère. Malheureusement, cela risque fort de pénaliser les plus isolés et les plus fragiles, celles et ceux qui subissent déjà les difficultés d'accès aux services publics, mais aussi celles et ceux qui n'ont plus de voiture pour aller travailler lorsque les transports en commun sont défaillants ou absents. Et Jaurès soulignait également les risques, à l'époque, pesant sur les grévistes que représente la violence, qui suscite et justifie l'usage des répressions, dans un éditorial de l'Humanité daté de 1906. Elle est apparue à beaucoup comme nécessaire, renforçant davantage encore des fractures qui se sont entretenues en longueur de journée, particulièrement par l'extrême droite et les droites, celle des Républicains comme celle du gouvernement. Avant de condamner hâtivement, il faut pourtant se souvenir de ce fait que rappelait Jaurès. Je le cite. « De quel droit une société qui, par égoïsme, par inertie, par complaisance pour les jouissances faciles de quelques-uns, n'a tari aucune des sources du crime qu'il dépendait d'elle de tarir? De quel droit cette société vient-elle frapper ensuite, en la personne de quelque individu misérable, le crime même dont elle n'a pas surveillé les origines? La violence, chers amis et chers camarades, est partout. Elle accable celles et ceux dont la vie est la plus difficile. Et l'on s'étonne lorsqu'elle est rendue. Et la violence verbale, elle aussi, s'exacerbe et passe la frontière de l'outrance, sans plus de scrupules et dans l'indifférence quasi générale. Chers amis, chers camarades, le glissement vers l'outrance est peut-être progressif. Il n'en demeure pas moins qu'elle s'installe, portant atteinte au fondement même de notre République. Et le rythme s'intensifie, créant ou aggravant les fractures et les divisions. Témoin, le communiqué de 2 syndicats de police, appelant à lutter contre des nuisibles. Et après les Français de souche, opposés aux Français de papier, nous avons entendu dans la bouche d'une sénatrice des Républicains, lors d'une audition au Sénat, demander au ministre de l'Intérieur « Ils sont comment, Français, ces jeunes ?» Nous avons entendu également le député Front National, Jean-Philippe Tanguy, évoquer des Français de nationalité faciale. Cette outrance, elle porte et sert avant tout l'idéologie d'extrême droite dont elle répand la haine et qu'elle contribue à rendre audible. Je le redis donc ici avec force. En République, il n'y a pas 2 ou 3 ou 4 catégories de Français. Où que l'on soit né, quelles que soient ses origines, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa couleur de peau, le peuple français est un et indivisible. Cette haine contre celles et ceux qui ne seraient Français de papier, contre les Français de souche, ce sont les mêmes qui ont la haine contre l'étranger, les homosexuels, les juifs et les musulmans, ou encore les communistes. Ne rien dire, c'est laisser propager, prospérer, ce racisme devenu ordinaire
et insupportable, ce racisme ferment du fascisme dans un pays et dans un continent qui a connu dans sa meurtrissure et dans sa chair la Shoah au XXe siècle. Nous redisons donc ici aujourd'hui qu'il n'y a pas 2 ou 3 enfants de la République, mais bien que des enfants de la République. Ils sont toutes et tous les nôtres et ils sont aujourd'hui sous notre protection. Que des responsables politiques se permettent de tenir de tels propos est grave. Ils visent à diviser et à chercher des boucs émissaires, en détournant par là même l'attention des problèmes réels que rencontre la population. Ces partisans d'un ordre violent se taisent ou soutiennent la dérive d'une institution policière qui, jusqu'au sommet, en appelle à soustraire les fonctionnaires de la police aux procédures légales. C'est une attaque sans précédent contre la séparation des pouvoirs et au-delà, sur une conception républicaine de nos institutions. Quand seront condamnés ces propos infâmes et quand le gouvernement prendra ses responsabilités pour ne pas laisser des discours factieux, anti-républicains, prospérer dans notre administration républicaine? Qui a vu l'interview du jeune Eddy, dont la boîte crânienne a été amputée suite à une agression des forces de police, ne peut rester indifférent ni sourd. Oui, un problème persiste entre une partie des forces de l'ordre et des classes populaires. Le nier les violences policières, revient à ne pas affronter le problème. En République, les forces de la paix sont là pour protéger et servir, et non pour punir en toute impunité. En République, il n'y a pas de camp entre ceux qui seraient contre la police et ceux qui seraient pour, quel que soit leur acte. Cette institution, elle est la nôtre. Elle doit donc être repensée. La formation des policiers réadaptée, les armes qui mutilent dans les manifestations comme dans les quartiers populaires doivent être proscrites. Les fonctionnaires doivent être mieux formés, mieux encadrés et mieux payés. L'IGPN doit devenir indépendante et transparente et le racisme combattu partout dans la société comme dans l'institution policière. Si nous ne faisons rien, si nous nous taisons, c'est la voie royale pour le fascisme demain. L'extrême droite se nourrit de l'ultralibéralisme qui, en déshumanisant nos sociétés, en se construisant sur les inégalités croissantes et en visant les profits à court terme, l'alimente et entretiennent un besoin de retrouver du commun. Ce commun, pour l'extrême droite, c'est un nationalisme exacerbé et excluant. Et c'est bel et bien autour de la division entre les citoyens, entre les êtres humains, autour de l'exclusion et de la haine, présentées comme des solutions, que l'extrême droite veut rassembler en proposant des coupables fantasmés à tous les maux de notre nation. Elle y est encouragée et soutenue par le capital, quand bien même elle se revendique du peuple qui lui déroule le tapis rouge dans les médias et dans certaines officines du pouvoir. Et le gouvernement irresponsable encourage cet adversaire. Pourquoi? Pour se maintenir en place. Le glissement est grave. Après avoir tiré un trait d'union insoutenable entre forces fascisantes et forces progressistes, il distingue maintenant les oppositions dans des termes qui permettent au pouvoir de construire d'un côté un hors-norme menaçant un ennemi à abattre. L'extrême droite est devenue, dans leur langage, une partie intégrante de l'arc républicain, quand une partie de la gauche en est exclue. En occultant que c'est l'extrême droite qui a toujours combattu la République et a failli la battre quand elle avait un genou à terre. Quand les forces de gauche, elles, l'ont toujours défendue et ont même donné leur vie pour la défendre. Tout en rognant peu à peu les libertés, le gouvernement de Macron avance à coups de passage en force et de répression au service de son projet politique ultralibéral. C'est bel et bien la mise en œuvre d'un ordre libéral autoritaire qui se déploie sous nos yeux.
Ajoutons que le précédent ministre de l'Éducation nationale a été remercié dans le cadre du récent remaniement, après avoir affirmé que CNews et Europe 1 étaient des médias d'extrême droite, sans que la majorité gouvernementale ne vienne le soutenir ou appuyer des propos pourtant simplement descriptifs. La meilleure preuve, l'extrême droite et une partie des Républicains a aussitôt volé au secours des médias détenus par Bolloré. La concentration extrême qui règne dans les médias, ce modèle économique difficile qui favorise les rachats par les grandes fortunes ne favorise pas le pluralisme. Et dans ce secteur aussi, l'extrême droite poursuit son travail de gangrène en s'offrant du même coup des espaces de parole publique. D'ailleurs, avec vous, je veux ici apporter notre soutien à nos confrères et consoeurs du JDD en grève depuis plus d'1 mois contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête de leur rédaction. Rappelons également les méfaits de l'extrême droite militante qui colonise les réseaux sociaux, qui manifeste ouvertement à Paris le 6 mai dernier et à Annecy le 8 juin. Dans les Côtes d'Armor, le 15 juillet dernier, des inscriptions antisémites et néo-nazis ont souillé le monument commémoratif de la Butte Rouge, où 55 résistants avaient été exécutés par les nazis en 1944. Je veux aussi témoigner toute notre solidarité aux camarades communistes, dont un certain nombre de sections et fédérations sont régulièrement taguées par des néo-nazis. Comme je veux aussi apporter notre solidarité aux militants insoumis qui a vu la semaine dernière sa maison brûlée. Et les récentes révélations au sujet des projets d'attentats d'extrême droite déjoués par les services de renseignement doivent également nous inquiéter. Le fascisme est l'ombre du libéralisme forcené qui dévore la planète comme les humains. Ombre rampante d'abord, mais qui s'étire, qui s'allonge, comme lorsqu'au crépuscule, le soleil déclinant vient annoncer l'arrivée de la nuit. Chers amis, chers camarades, elle nous guette cette nuit, elle se rapproche. Nuit de la pensée, nuit des droits, nuit des libertés. Il est encore temps de la rayer, il est encore temps de lutter, il est toujours temps de lutter. Mais plus le temps passe, plus la lutte sera ardue. Plus le temps passe, à coup de contagion de ces idées délétères, plus violente sera la lutte. Cet hommage à Jaurès vient aussi nous rappeler qu'elle a tué et qu'elle tuera encore si nous laissons faire. Souvenons-nous aussi, en ce jour, que ce crime atroce qu'a commis l'ultranationaliste Raoul Villain en assassinant Georges Jaurès restera sans que justice lui soit rendue. Le meurtrier qui avait prémédité et avoué son acte sera pourtant acquitté en 1919, 5 ans après avoir commis ce crime. Tout cela était prémédité dans un contexte de ferveur nationaliste où les mots outranciers de haine fracturent et pèsent dans le débat public, libérant et justifiant même des comportements violents. Dans une lettre adressée à son frère de la prison de la Santé, le 10 août 1914, l'assassin affirmait ainsi, je le cite, « J'ai abattu le porte-drapeau, le grand traître de l'époque de la loi de 3 ans, la grande gueule qui couvrait tous les appels de l'Alsace-Lorraine. Je l'ai puni, et c'était le symbole de l'ère nouvelle, et pour les Français et pour les étrangers. Il est donc temps et urgent de rebâtir notre République, dans les quartiers populaires, comme dans les territoires ruraux ou ultramarins. Nos concitoyens ont soif d'égalité républicaine et de la liberté et de la fraternité à revendre. Ils et elles veulent pouvoir accéder aux mêmes services que celles et ceux qui vivent dans les grandes métropoles, pouvoir aller à l'école dans leur quartier ou leur village, y accoucher, y loger, y faire du sport, se cultiver, y travailler. Oui, ce combat pour que la République s'incarne partout doit être celui de la gauche dans son ensemble. Arrêtons nos divisions stériles, arrêtons d'être centrés sur nous-mêmes, quand l'extrême droite n'est plus seulement banalisée, mais bien au centre du jeu. Le combat pour une République démocratique, laïque, sociale, écologique,
et féministe doit nous unir, nous rassembler, pour que la devise républicaine liberté, égalité, fraternité ne soit plus un simple triptyque au fronton de nos mairies, mais une réalité partout et tout le temps. Chers amis, chers camarades, ce mouvement de recul des droits et des libertés et la montée de l'extrême droite s'observe et s'accentue partout dans le monde. Là encore, nous sommes dans un moment de bascule. Après Trump aux États-Unis, et le risque de son retour au pouvoir ne doit pas être sous-estimé. Avec l'arrivée au pouvoir en Italie de Giorgia Meloni et des Fratelli d'Italia, avec les récentes élections législatives en Grèce qui enregistrent une progression de la droite dure et de l'extrême droite, et l'entrée des Spartiates, un parti néo-nazi au Parlement, nous ne pouvons plus ignorer ce danger qui nous menace. Et si le péril a été évité en Espagne, la droite dure a tout de même largement progressé, et aujourd'hui, nous n'avons encore aucune majorité absolue en Espagne. Dans le sillage des droites dures et de l'extrême droite, les droits et les libertés reculent, toujours, implacablement. Celui à l'avortement aux États-Unis et en Pologne, les droits des migrants qu'on laisse mourir ou que l'on renvoie dans les pays en guerre ou à la misère. Je veux vous donner cet exemple. Dans la nuit du 13 au 14 juin dernier, un navire de pêche chargé de migrants, comme l'on dit, en route vers l'Italie, a coulé au large des côtes de la Grèce. Plus de 600 personnes ont péri noyées alors qu'elles et ils partaient en quête d'une vie meilleure. Et il semble que les gardes-côtes aient menti sur les actions qu'ils ont entreprises cette nuit-là. Ils les ont laissés mourir. Ce serait leur tentative de remorquer le navire qui aurait conduit au naufrage, alors que les autorités auraient refusé à plusieurs reprises les propositions d'assistance aérienne. Mes amis, mes camarades, quel est ce monde qui laisse mourir celles et ceux que tout le monde appelle migrants, mais qui sont des hommes et des femmes, comme pour s'en protéger, et qui sont toutes nos sœurs et frères d'humanité. Dans ce contexte, les tensions géopolitiques se font ressentir plus vivement. Les impérialismes s'agitent, les guerres se poursuivent et éclatent, comme en Ukraine, voici maintenant 1 an et demi. Alors que la voie diplomatique devrait être l'objectif absolu, nous assistons au contraire à des mouvements de militarisation et de polarisation. Outre l'adhésion de la Finlande dans l'OTAN, une escalade militariste se met en place. Ainsi, la Pologne entend doubler son budget. L'Allemagne, pourtant jusqu'à présent d'une grande prudence, le souvenir aidant, amorce un mouvement de militarisation. Mais aussi la France. La loi de programmation militaire de cet été en fera, écoutez bien, le premier poste de dépense de l'État d'ici 2030. 413 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 40%, dont 50 milliards d'euros seulement pour la dissuasion nucléaire. Et nous sommes loin de la sécurité en matière d'armes atomiques, puisqu'il n'existe aucune volonté d'y renoncer, particulièrement dans un contexte de guerre en Ukraine. Selon le dernier rapport de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, ces derniers coûtent 146 500 € à chaque minute qui passe aux 9 États qui la détiennent. Ces choix financiers sont porteurs de sens et révélateurs de visions et de projets de société. Car pendant ce temps, des enjeux essentiels sont laissés sans évolution vers davantage de moyens ni de modes d'action. Le camp est clairement choisi. Ce sera celui de la dissuasion et de la répression, de la violence, plutôt que celui de la lutte pour préserver l'environnement, l'éducation, la pensée, la justice sociale, qui pourtant auraient bien besoin de moyens et de véritable volonté de changement. Chers amis, chers camarades, pour finir, nous sommes aussi à un moment charnière, tout simplement en termes de survie de l'humanité. Vous le savez, toutes les études scientifiques le montrent. Le changement climatique est là. Il s'accélère à la mesure de l'inaction des gouvernements à l'enrayer. Il en va de même pour la biodiversité, déjà en déclin, et les deux sont liés. La planète Terre est constituée de multiples équilibres écologiques que nous nous acharnons à modifier, bouleverser ou détruire, sans connaître les effets. Nous commençons à subir les conséquences de nos modes de production et de consommation. Nos concitoyens, même les plus sceptiques, le vivent désormais au quotidien, car le dérèglement climatique est déjà là, installé
et n'en est qu'à ses débuts. Cette année, le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre à l'échelle planétaire, en grande partie du fait de la surchauffe et de la surface des océans. Ce mois de juillet, qui se termine, a vu de nombreux dômes de chaleur s'attarder sur l'hémisphère nord, un phénomène renforcé par le changement climatique. On ne compte plus les méga-feux qui dévastent nos forêts, déjà mises à mal partout sur le globe. La sécheresse sévit et les niveaux des nappes d'eau souterraines est alarmant en France. Or, la seule réponse qui est apportée à ce désastre, c'est la croyance aveugle dans les réponses technologiques et techniques. Pour le reste, c'est l'inaction qui règne. L'État français a d'ailleurs été condamné pour inaction. Le président Macron demandait récemment à l'Union européenne une pause dans la réglementation environnementale, pourtant largement insuffisante. C'est qu'agir en la matière demande une révolution dans nos modes de vie, un changement total de paradigme et du système, un système capitaliste, ce qui ne cadre évidemment pas avec le projet de société ultralibérale des macronistes, avec la loi du profit maximal et la loi du plus fort. Cette urgence environnementale est vitale. Elle est venue s'ajouter aux urgences sociales et les deux vont de pair. Car un monde plus respectueux de la planète et du vivant ne peut se construire autrement qu'en répartissant les richesses de manière équitable, en produisant et en consommant moins, mais mieux, et en éradiquant la misère et les inégalités, et en utilisant à profit, mais au profit du plus grand nombre, et non au profit de quelques-uns, notre intelligence humaine. Chers amis, chers camarades, je finis par vous dire deux choses. Nous vous donnons rendez-vous d'abord à la fête de l'humanité, le 15, 16 et 17 septembre prochain. Fête qui sera un grand rendez-vous de respiration démocratique dans un monde où l'on étouffe par ce système capitaliste. Le deuxième, c'est l'an prochain. L'an prochain, en 2024, ce sera les 120 ans de l'humanité, legs du mouvement ouvrier, legs que nous devons défendre, toujours, parce que nous sommes seuls à être indépendants des puissances de l'argent et que nous continuons, 120 ans après Jaurès, à continuer à faire ce que nous faisons de mieux, vous informer, vous être utile et faire humanité. Je veux finir par une citation de Jaurès. Je vous ai parlé tout à l'heure de son dernier article, L'oscillation au bord de l'abîme. Il écrivait la veille de son assassinat. Je le cite. Devant la formidable menace qui plane sur l'Europe, j'éprouve deux impressions contraires. C'est d'abord une certaine stupeur et une révolte voisine du désespoir. Et puis, je constate malgré tout les forces bonnes, les forces d'avenir qui s'opposent au déchaînement de la barbarie. Quoi qu'il advienne, ces forces de paix et de civilisation grandiront dans l'épreuve. Et il finissait ainsi, travaillons et agissons. C'est tout ce que je nous souhaite. Travaillons et agissons. Merci. Voilà. Merci. Je te laisse.